Salut, c'est Thomas, deuxième contre-visite. Cette fois-ci, on reste à domicile à Saint-Étienne, dans le quartier du Cré-de-Roc. On parle à un compte de Raymond Vasselon, membre actif de l'amicale laïque du Cré-de-Roc. Après un entretien enregistré en août dernier pour le podcast Working Context, Raymond m'a récemment alerté sur la situation de la friche Néron. Depuis un certain temps, ils avaient négocié une occupation temporaire de cet espace pour l'ouvrir à diverses activités de quartier. Dans cette contre-visite, on entrera dans cette friche récemment défrichée. Raymond nous expliquera les différentes particularités de cet espace, quelles sont les tactiques d'occupation temporaire développées par le collectif, quelles relations les décideurs entretiennent-ils avec les habitants, pourquoi la biodiversité des friches, et notamment à Saint-Étienne, sont-elles systématiquement menacées par de préalables dépollutions. En route, suivons Raymond Vasselon. Je m'appelle Raymond, je suis retraité, mais pas tout à fait parce que je continue à avoir beaucoup d'activités. J'habite rue Néron, c'est une rue que j'aime beaucoup, qui a été extrêmement stigmatisée par la presse locale et d'autres, à tort d'ailleurs. C'est normal, ils n'y habitent pas. Il y a quelque part dans l'inconscient l'idée qu'un coin comme ça, avec des friches, avec de la démolition, avec des immeubles très dégradés, donc vides, avec la disparition totale du commerce de proximité, mais il n'y a pas que là d'ailleurs, c'est le décor, c'est le lieu qui fabrique la délinquance, les machins comme ça. Je pense que c'est une espèce de pensée systématique qui fait du dégât. Alors nous, on a choisi de faire des choses, une partie de notre décision, c'est de dire, parce que c'est dégradé, parce que tout le monde dit qu'il n'y a rien moyen d'y faire, on va essayer d'y faire quelque chose. Je dis on parce qu'on était plusieurs. Et puis, je crois que c'est le fond de notre idée, c'est-à-dire on va essayer d'aller quand même remonter le moral un petit peu à tout le monde, quoi. Donc là, on rentre dans la friche Charvin. Pourquoi l'amicale laïque a atterri dans ces coins-là? Une vieille association d'éducation populaire qui n'est pas un centre social, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de financement, il y a beaucoup moins de salariés. C'est plutôt l'engagement citoyen qui peut faire vivre un truc comme ça. Donc ça vit comme ça peut, hein, avec des hauts et des bas. Et donc, dès que j'ai commencé de pouvoir envisager de réduire mon activité professionnelle, j'ai eu envie de regarder un petit peu ce qui se passait. Parce que moi j'étais architecte urbaniste, je suis toujours, et j'avais bien vu que ce qu'on faisait, puis j'étais pas le seul, hein, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. D'ailleurs ils nous classaient, ils disaient ils nous mettaient du côté de l'appareil, comme ça, des élites qui prennent des décisions, qui aménagent des trucs, et puis voilà, nous le public, les pauvres gens, on fait comme ils nous disent. Donc j'ai essayé d'aller comprendre en passant du côté de ceux qui subissent les projets plutôt que de ceux qui les font. Le quartier qui était dans un état, notamment dans les années 90, assez catastrophique, hein, c'est-à-dire que c'était la crise, donc ces quartiers s'étaient dépeuplés, l'habitat était de très très mauvaise qualité, les loyers étaient très bas, et les quartiers se dépeuplaient. Les écoles perdaient de l'effectif, et donc il y a eu une décision qui a été prise, c'est d'essayer de rénover tout ça, quoi. Demander à l'État de classer ces quartiers. À l'époque, je crois que l'appellation c'était Grand Projet de Ville, maintenant ça s'appelle QPV, en rue, quartier en rue, etc. Enfin, ça veut dire que dans des coins qui sont en train de crever, où la puissance publique locale n'a pas la force et les moyens financiers de rénover tout ça, l'État intervient, il y a des processus qui se mettent en route. Donc du coup, quand ça a démarré au Cré-de-Roc, là, dans les années 98, le choix qu'on a fait à l'amicale laïque du Cré-de-Roc, c'est de dire, bon, ça commençait beaucoup de parler d'environnement, de développement durable, trucs comme ça, végétaliser les villes, enfin c'était flou à l'époque. Hein. On a dit, on va essayer d'encourager les gens, nous-mêmes d'ailleurs, à s'investir là-dedans, plutôt qu'à le subir. La rénovation, elle commence par de la démolition et des bâtiments murés. Hein, c'est-à-dire ça, des friches, de la friche. Alors les gens ils disent oula, attends là, et puis c'est long, hein, c'est pas réglé en 15 jours, hein.
Une démolition, c'est long. Après, voilà, il y a un moment que c'est comme ça. Hein. Bon, il y a des friches qui sont là depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hein. Et donc, les gens, ouais, qu'est-ce qu'on va raconter là? Ça devait être plus beau. Et puis en fait, ça ressemble à Beyrouth. Parce qu'à l'époque, ça avait cogné à Beyrouth là-bas. Et ils voyaient des images à la télévision avec des immeubles tout écroulés, tout ça. Ils disaient, ça ressemble plus à la guerre qu'à une rénovation. C'était dur, hein? Et alors, du coup, nous, on a dit, voilà, que faire, là? Il faudrait essayer de faire quelque chose dans une friche, voir s'il n'y a pas moyen de faire un jardin. Donc, on a fait un premier jardin rue Roger-Saint-Gros. C'est le premier qu'on a fait là-bas, c'est un succès considérable. Tout le monde est venu voir, et puis après, ça a même échappé. Nous, on s'était fixé un objectif assez modeste. Il y avait des articles de partout, les gens, ils en parlaient tous. Tout le monde disait que c'était génial. J'aime pas trop, moi, quand ça délire comme ça, parce que c'est pas vrai que c'est génial, tu vois. Bon, ça passe vite après. Donc, mais néanmoins, quand même, on a dit, oula, on a mis le doigt sur quelque chose. On s'est dit, voilà, une manière quand même d'occuper les lieux, de sortir de cette idée. C'est une friche en attendant que les choses soient construites, que le beau projet définitif se réalise. Le deal, c'était, vous êtes là, attention, on vous laisse faire, pas n'importe quoi, mais vous faites ce que vous voulez, avec peu de moyens par contre, mais dès qu'un promoteur arrivera avec un projet, que ce soit public ou privé, il faudra partir. Et on a signé les papiers dans ce sens et on l'a fait. Donc c'est là-bas que ça a démarré, et après, quand il a fallu partir de là-bas, on en a fait un autre, puis on est parti pour en a fait un autre, c'est une espèce de truc assez marrant, quoi. C'est un peu comme les fraisiers, quoi, ça se repique. Bien, alors ici, voilà, on a fait la petite campagne, on a fait des petits aménagements, des bancs, des tables, des bacs, des balançoires, mais on s'est aussi aperçu que il y avait des gens qui étaient extrêmement précieux pour remettre en valeur les espaces, c'est les artistes qui font des spectacles. C'est-à-dire, et on a beaucoup à Saint-Étienne, des gens comme ça, ils voient un lieu, ils disent, voilà, tout de suite ils imaginent comment on va pouvoir l'utiliser pour chanter, pour danser, pour faire une pièce de théâtre, pour faire un concert, pour se marrer. Et là, on l'a eu fait, là, on l'a fait à 2 reprises. On appelle ça friche en fête. Alors, ça dure 2 jours, il y a des artistes, des repas, enfin, il y a un petit peu tout, de la musique, des défilés, des choses. Et puis, il y a des poules aussi. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir des gens, une fête avec des artistes et tout ça, et des poules qui courent au milieu du public. Ces poules, elles se sont évadées il y a à peu près 8 ans de chez leur propriétaire qui habite là-haut, qui avait un poulailler. Okay. Alors quelque chose il a oublié de fermer la porte, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, les poules sont parties, sont venues là. Il n'a jamais pu les récupérer, impossible de les rattraper. Et donc, elles sont installées là, et il y a des coques, et elles font des œufs, et il y a des poussins, et ça se multiplie, et alors les gens sont à 98% attachés aux poules, il ne faut pas qu'on y touche. Ils leur donnent à manger. Alors il y a 1 ou 2 types qui râlent parce que les coqs, ça les réveille le matin. Mais la plupart disent non, c'est vachement bien, c'est comme à la campagne, ça gêne personne. Bon, les gosses se prennent en photo, tout ça, les gens viennent leur donner à manger. Néanmoins, quand même, du point de vue de l'aménageur et de l'administration, ça pose un problème de type sanitaire. Je ne vois pas trop lequel. Bon, mais bon, y a quelque chose dans les règles qui se promènent, mais ils n'ont jamais pu les attraper. C'est vachement dur d'attraper des poules dans un grand espace parce qu'elles courent, elles volent, voilà quoi, c'est difficile. Donc ici, c'est le coin, on dit c'est la main invisible de la biodiversité qui aménage les lieux, qui peut aménager les lieux aussi bien qu'un paysagiste, et évidemment avec beaucoup moins de dépenses publiques, quoi. Donc c'est une question, et tout le monde a accepté quand même de bien vouloir en parler de cette question-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas, c'est ce que Clément raconte beaucoup, quoi. Est-ce que pour aménager un lieu, il faut toujours tout raser, tout refaire à zéro, quoi, avec des technologies propres et tout ça. Donc ce coin-là,
il est reparti, quoi. C'est-à-dire, tel quel, il pourrait fonctionner. Nous, on a dit, à l'EPAZ, on ne peut pas rentrer sur la friche, c'est dommage, parce que les gens ont envie d'aller voir, on a envie d'y aller. On voit, il y a des grandes aires, parce que c'est très haut, hein, ça monte à 2-3 mètres, à la renouée, tous ces trucs. Et donc, les gens, ils ont envie de voir. Alors, on avait proposé de faire des plateaux en bois de 3 mètres par 3 mètres, rejoints par des petites passerelles, de manière à visiter la friche, comme il ne fallait pas marcher sur le sol pollué. Bon, on le fait, hein. Le visiter comme quand on visite une tourbière, tu vois. C'est-à-dire que on ne dégrade pas le sol, puis on marche dans de meilleures conditions, quand même, sur des planchers en bois. Et puis, on y aurait mis, on a fait un herbier, par exemple, des informations, des choses, tu vois, des trucs, et avoir l'idée de se balader dans la friche, au milieu de cette végétation. On l'a fait, mais ça a été le passage qu'on avait construit, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, qui permettait d'arriver ici, à peu près là, voilà, c'était là l'entrée dans la halle. Et là, a été, on a pu l'ouvrir à l'usage public. Alors on y a fait des pièces de théâtre, il y a eu un vide-grenier, qu'est-ce qu'il y a eu des trucs, des lectures pour les enfants, une chorale est venue chanter, les qualités acoustiques sont assez bonnes. Hein. Et donc on accédait par là, on avait fait un truc bien, hein, la pente à 5% pour les personnes handicapées, tout ça, c'était du... Bon, voilà, ça c'était fait, c'était bien parti, il y avait une programmation qui était en route. Problème, je dirais coup dur un peu quand même, c'est que l'opération de dépollution qui aurait pu être, on avait cru comprendre, une dépollution assez soft, qui ne nécessite pas d'énormes travaux de terrassement, en fin de compte, bon, on revient à la pratique qui avait initialement prévue. C'est une opération de démolition avec beaucoup de terrassement. Donc pendant cette période-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser l'espace, quoi. J'ai oublié une étape, si vous voulez, à la demande de l'EPAZ et des chercheurs de l'école des mines. On a fait l'année passée, là, pendant l'été, on appelait ça un jardin testeur. Si on peut ou pas faire de l'agriculture urbaine biologique sur les friches, il faut faire un essai, on plante, on cueille, on analyse. Si c'est pas bon, on fait ce qu'il faut. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On a planté donc des légumes, des plants, il y avait des radis, des courgettes, des haricots, des côtes de bête, des carottes, je sais plus, hein, des radis, des pommes de terre, etc., dans la terre. Tout a poussé, c'est-à-dire qu'on était énormément surpris. Par exemple, il y a eu des courgettes vachement jolies, des côtes de bête, etc. Et donc on a cueilli tout ça au mois de septembre et on a porté tout ça aux chercheurs de l'école des mines qui analysent, qui sont en train de terminer leurs analyses pour savoir si la pollution du sol... Il n'y a pas les résultats encore. On les a pas. On les a pas, mais enfin c'est pas nous qui pourrons les publier. Alors attendez, peut-être que là, il reste une trace de quelque chose qu'on a planté. Et même peut-être oui. Il y a un reste de poireaux. Parce qu'on avait planté des poireaux. Il y en a un qui s'en est. Ils l'ont pas eu. Donc ici, il y avait l'immeuble numéro 35, là. On voit encore son emprise, qui a été démoli. Alors, moi, j'aurais été partisan de conserver l'immeuble qui était là. Pourquoi ? Parce que d'abord, je pense qu'il était possible de le rénover, que ces rez-de-chaussée étaient parfaits pour accueillir des équipements enfance, ça aurait été entouré de jardins, c'était génial, tu vois, hein. Ce que la plupart des équipements enfance n'ont pas, dans une rue qui n'a aucun équipement enfance, tu vois. Hein. Il y a une dame qui m'a dit, oh là, ils vont démolir quand même, moi je suis né là. Elle m'a expliqué, il y avait un cerisier dans la cour et tout, tu vois, tu sentais qu'on allait lui démolir son enfance, si tu veux. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas né dans un château
que tu n'as pas le droit d'avoir grandi, d'avoir rêvé à des tas de trucs dans les trucs où tu habitais, même si c'est pas Versailles ou je sais pas, les logements des princesses ou des trucs comme ça, tu vois, ou ou des acteurs Cinoche, Liz Taylor ou je sais pas quoi, tu vois, de luxe. Dans tous les imaginaires se construisent dans des lieux et ça se tient tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de limite entre l'humain et l'urbain. C'est les urbanistes qui cassent la baraque, si tu veux. Autrement, on marche tous dans un espace avec ses limites et tout, et c'est les nôtres, et c'est notre corps qui est là-dessus, quoi. Comment toutes ces décisions sont prises de par exemple dire on immobilise toute la friche pour la dépolluer pendant 2 ans. Ces décisions qui sont prises à un niveau de fonctionnement des outils de l'aménagement qui sont absolument hors de portée de tout débat démocratique avec les habitants. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas fait pour. Il faut bien mesurer ça, c'est-à-dire que c'est pas fait pour discuter. C'est un héritage, ça date de l'époque, c'est à peu près les mêmes outils que ceux qu'on avait quand on faisait les grands ensembles à l'extérieur des villes. C'est-à-dire, on rachetait des terres agricoles pas chères, l'État, etc., ou les sociétés d'équipement, ça dépendait des cas. Et on y va, on construit. Il n'y avait personne. Il y avait des vidéos qui disaient aux gens, vous allez voir, là-bas c'est le confort, vous verrez comme ça sera chouette et tout. C'est vrai que par rapport au taudis du centre-ville, il y avait des salles de bain et des trucs. Après, voilà, c'était bon. Le drame, si vous voulez, c'est qu'on utilise à peu près les mêmes outils de financement, de planification, de prévision, pour travailler en centre-ville, là où il y a du monde de partout, que pour faire un truc là où il n'y avait personne, quoi. Donc là, il y a un os, quoi. C'est-à-dire on ne devrait pas utiliser les mêmes outils. Tu ne peux pas raisonner l'outil en fonction de règles juridiques uniquement, ou de l'ingénierie financière, ou de je ne sais pas quoi, de quel planning. Qu'est-ce qu'on veut? Quels résultats ces outils doivent autoriser? Est-ce que pendant que cet outil fonctionne pour transformer un lieu, est-ce que la transformation n'est pas une étape du projet plutôt que la préparation du projet, tu vois? C'est ce qu'on fait, nous, c'est le temps et le temps. Un machin comme ça, dire une friche là, qui traîne depuis 8-10 ans, en plein centre-ville, ça ne peut pas faire, quoi. Tu ne peux pas dire pourquoi c'est en attendant de faire un projet. Ben non, c'est un lieu, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait réarticuler le temps, l'espace, les usages, d'une autre manière. Ça c'est un vaste travail quand même. C'est découpé, c'est phasé, je sais pas, j'en sais rien, il faut imaginer. Nous, on a fait notre truc, si tu veux, avec nos petits outils, nos petits machins, nos trucs. Le fait que c'est réversible, ça rassure tout le monde. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vachement bien, moi, la réversibilité, parce que tu as des tas de... Tous les paysagistes sont convaincus qu'un espace doit durer... c'est une œuvre éternelle. Connerie. Pourquoi? Un terrain de jeu d'enfants, par exemple, de proximité. Les enfants, ça grandit vite, hein. En 10 ans, les gamins qui font de la balançoire, ils ont grandi, ils ne font plus de balançoire. Mais si on part du principe que l'architecture est un mouvement, la ville est un processus en évolution permanente avec des rythmes tout à fait différents. Tu as par exemple les rez-de-chaussée qui évoluent à un rythme plus lié à l'espace public, à des usages collectifs, etc. L'année passée, là, grâce à l'outil de l'espace de délibération, procéder à la demande d'ailleurs de l'EPAS, l'établissement public, et d'ailleurs avec eux, à une consultation
importante des habitants, qui s'est produit de la manière suivante. Alors après, j'ai des gens qui pensent qu'on a collaboré. Moi, je m'en fous de ça, de toute façon. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, j'en sais rien, on a fait. Donc, si vous voulez, voilà comment ça se passait. Il y avait une préparation, des questions à poser aux gens dans des ateliers, où les gens discutaient, par contre, avec évidemment les gens de l'EPAS qui étaient présents, qui donnaient quand même quelques grandes données générales, tu vois, le relief, toutes ces questions. Il y a en tout 250 personnes qui se sont exprimées. Alors, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, les gens ont un avis très précis. Mais par contre, alors l'EPAS, ils l'ont tous bien reconnu, le fait que ça ait eu lieu ici, et on se mettait là, au moment au moment des trajets scolaires, c'est là que les gens passent, hein, en les interpellant, en leur demandant leur avis, en prenant le temps. On s'asseyait sur la table, il y avait des petits gâteaux, un coup à boire et tout. Et il y avait pas mal de discussions. Alors massivement, c'est du végétal. C'est le parc, et là je crois que je t'ai donné le prospectus qui a été il est maladroit, etc. Mais là, c'est acté, c'est un parc. Et là, si tu veux, moi je ne veux pas dire c'est grâce à l'amicale, j'en sais rien. Mais c'est comme ça, en tout cas. C'était assez marrant, mais nous, on a joué là-dedans, je dirais presque un rôle d'écrivain public, si tu veux dire qu'on nous a donné un coup de main. Et puis surtout, il y a très longtemps qu'on n'a pas... Les gens pensent qu'ils ont intériorisé l'idée que leur point de vue, tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Surtout dans ce domaine. Tant que voilà un immeuble, il te plaît pas, tu vas dedans. Si tu vas dans le logement social, tu as le droit de toucher à rien. Il y a un état des lieux à l'entrée, un état des lieux à la sortie, et la liste de ce que tu n'as pas le droit de faire qui est affichée constamment dans le hall d'entrée. Le mot de la fin, moi j'en sais. Non, il n'y a pas de mot de la fin. Moi je crois que c'est les processus, tout ça. Nous on a essayé. Mais c'est vraiment modeste, hein, je pense, tu vois, d'introduire une autre temporalité, à une autre échelle, dans le raisonnement de l'aménagement, quoi, voilà. Je pense que ce souci de durée, d'échelle, etc., toutes ces dimensions, je pense que les aménageurs devraient l'intégrer dans leur caisse à outils pour traiter les problèmes différemment, quoi, pour obtenir d'autres solutions. Ça se fera ou pas, je pense que oui quand même, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être après ça s'accélère, on verra bien. Si on ne l'avait pas fait, par contre, il aurait manqué quelque chose quand même. Je ne sais pas ce qui se serait passé. En tout cas, ça a mis un grand point d'interrogation sur cette question de la friche, quoi. Celle-ci et la friche et les friches en général.